Bienvenue à Simo University, l'université pour enfants. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me touche profondément. Un sujet tabou, presque interdit. Pourquoi dans nos sociétés modernes, tout semble fait pour décourager les familles d'avoir des enfants? Pourquoi le coût de la vie augmente sans cesse? Pourquoi l'éducation devient de plus en plus inaccessible? Et pourquoi les idéologies qui divisent les familles sont promus au détriment de la stabilité familiale? Je me pose vraiment ces questions. Pourquoi l'avortement devient la règle plutôt que l'exception? Tant de questions. Je vais partager avec vous une vérité qui m'horrifie, qui me fait peur. Il existe aujourd'hui des forces puissantes, économiques, idéologiques, qui veulent réduire les naissances, qui veulent fragmenter les familles et remplacer les parents par des institutions. Cela peut sembler extrême, mais regardez autour de vous. Les politiques favorisent les couples sans enfants. Les lois rendent l'instruction à domicile presque impossible. Et les médias glorifient une vie centrée sur soi, où les enfants sont perçus comme un fardeau plutôt que comme une bénédiction, ce qu'ils ce qu'ils sont en réalité, à mon sens, à mon avis. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi cette guerre contre la natalité est menée. Nous parlerons des faits, des lois, des décisions politiques et des campagnes financées par des milliardaires pour promouvoir des idéologies qui découragent la parentalité. Il faut bien qu'on en parle de ce sujet. Nous verrons aussi les conséquences profondes de cette tendance sur nos enfants, sur nos familles et sur notre avenir commun en tant que société. Mais restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais partager une réflexion personnelle. En tant que père, sur ce que cela signifie de choisir d'avoir des enfants dans un monde qui semble tout faire pour vous en dissuader. Et nous verrons également comment, malgré tout, il est encore possible de protéger ce qui compte le plus, nos familles, notre humanité et donc notre avenir commun. Commençons par une question qui me semble essentielle. Pourquoi dans nos sociétés modernes, les familles sont-elles découragées d'avoir des enfants? Que pensez-vous là-dessus? Pourquoi tout semble conçu pour rendre la parentalité de plus en plus difficile, plus coûteuse et parfois même indésirable? Cette question, mes amis, ne révèle pas d'une simple observation, c'est un problème systémique, enraciné dans des dynamiques économiques, dans des dynamiques politiques, dans des dynamiques idéologiques profondément interconnectées les unes aux autres. Il faut vraiment qu'on le comprenne. Donc, commençons par parler de la natalité, ce qui est à mon sens un indicateur de civilisation. Tout au long de l'histoire, les grandes civilisations ont compris que leur avenir dépendait de leur capacité à encourager la constitution des familles. Dans la Rome antique, par exemple, l'empereur Auguste a instauré des lois qui favorisaient les couples ayant des enfants. C'était vraiment la réalité. Les familles nombreuses recevaient des avantages fiscaux et même des avantages juridiques, tandis que les célibataires, ainsi que les couples sans enfants, étaient littéralement pénalisés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une société sans enfants est une société sans avenir, sans renouvellement des générations. Donc, une société qui est condamnée à décliner, à l'extinction. Il faut bien le comprendre. Mais aujourd'hui, nous assistons à un phénomène inverse. Dans de nombreux pays occidentaux en particulier, les taux de natalité sont en chute libre. En France, par exemple, le taux de fécondité est passé de 2,01 enfants par femme en 2010 à 1,83 en 2022, selon l'INSEE, qui est donc l'Institut des statistiques.
Aux États-Unis, le taux est tombé à 1,6, de plus en plus, donc le taux le plus bas de toute l'histoire du pays. En Asie, vous avez des pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, qui atteignent des niveaux critiques, avec des taux de fécondité avoisinant 1,3. Donc une question légitime, c'est mais pourquoi cette tendance? Parce que tout, dans nos sociétés modernes, rend la parentalité plus difficile. Le coût de la vie, l'insécurité économique et la pression professionnelle, et même les discours culturels qui glorifient l'individualisme au détriment de la famille. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Parlons maintenant du poids économique et aussi la pression sur la famille. Commençons par le facteur purement économique, qui est un facteur, à mon sens, essentiel. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, le coût de l'éducation, le coût des soins de santé et même du logement explosé. En anglais, on dirait skyrocketing. En France, élever un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans coûte en moyenne 180 000 euros, selon une étude de l'Union nationale des associations familiales, donc UNAF. Aux États-Unis, ce chiffre atteint près de 300 000 dollars. Mais comment peut-on s'attendre à ce que les familles aient plusieurs enfants ou et même un enfant dans de telles conditions? Mais ce n'est pas seulement une question de coût, c'est aussi une question de structure. Les politiques économiques modernes sont conçues pour, on va dire, favoriser les grandes entreprises, favoriser les élites, tout en augmentant la charge fiscale et ainsi que la charge sociale des familles. Prenez l'exemple des aides familiales. Dans de nombreux pays, elles sont en déclin. Les gouvernements produisent ou plutôt réduisent les subventions, ils en montent les taxes et privatisent des services essentiels, rendant ainsi la vie familiale de plus en plus difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai envie de dire que tout ceci n'est pas un hasard. Comme le disait Karl Marx dans Le Capital, son fameux livre, l'unité familiale est une entrave à la logique du capitalisme, car elle détourne l'individu de sa fonction principale, travailler et consommer. C'est écrit, hein? Donc, dans une société capitaliste avancée, les parents qui consacrent leur temps à leurs enfants au lieu de travailler ou au lieu de consommer sont perçus comme des parents inefficaces. Donc en ce moment, je suis perçu comme étant inefficace par le capitalisme. Et cette logique se reflète dans les politiques publiques qui favorisent le travail à plein temps, même pour les mères de jeunes enfants, ou même les pères aussi de jeunes enfants, au détriment de la présence parentale, qui est un facteur essentiel pour le développement cognitif psychologique de l'enfant. C'est démontré par la science. Parlons un peu de la pression idéologique, une guerre contre la famille. Mais donc ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi une question d'idéologie. Je dis bien une question d'idéologie. Il y a des manœuvres là derrière. Depuis plusieurs décennies, les discours culturels et même médiatiques présentent la famille comme étant une institution dépassée, voire une institution oppressive. Regardez les séries télévisées, regardez les films, regardez les campagnes publicitaires. Combien de fois voyez-vous des familles nombreuses célébrées? Combien de fois voyez-vous des familles classiques célébrées, traditionnelles célébrées? Combien de fois voyez-vous, au contraire, des représentations de la parentalité comme un fardeau, comme une, comme une contrainte, comme une sorte de perte de liberté, comme une sorte d'emprisonnement? Cette vision est renforcée par des campagnes financées par de puissants lobbies. Je vais prendre l'exemple, j'aime pas trop en prendre, mais je prends l'exemple quand même de la fondation Gates, l'une des plus grandes organisations philanthropiques au monde, j'en conviens. Bien que leurs efforts en matière de santé mondiale soient largement loués, les programmes incluent également des initiatives, tenez-vous bien, visant à réduire la natalité dans plusieurs pays, et surtout dans les pays en développement, sous couvert de contrôle des naissances, donc de planification familiale. Ces programmes promeuvent une vision où moins d'enfants équivaut à plus de prospérité. Mais à qui profite vraiment cette baisse de la natalité? Est-ce aux familles ou aux entreprises qui n'ont plus à s'adapter à des populations croissantes? Ou aux pouvoirs politiques qui n'ont plus à s'adapter
à une démographie croissante. Et puis, il y a les politiques de contrôle idéologique. Dans certains pays, comme la Chine, la baisse de natalité a été directement imposée par des lois, comme la politique de l'enfant unique. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Mais même dans des démocraties occidentales, des pressions plus subtiles existent. Les lois qui restreignent l'instruction à domicile, par exemple, ou qui rendent l'éducation privée, on va dire, carrément inabordable, privent les familles de leur autonomie. Pensez-vous vraiment que une personne qui veut avoir des enfants parce qu'il aime des enfants, parce qu'il veut en prendre soin, opposée à des lois qui l'interdisent d'instruire, d'éduquer son enfant comme bon lui semble, pensez-vous que cette personne-là serait motivée à avoir des enfants? Quand vous avez le sentiment que l'enfant que vous faites, vous sacrifiez votre carrière éventuellement, vous faites un enfant qui, dès sa naissance, appartient aux États. Vous pensez que ça motive les gens à faire des enfants? Vous avez des gens qui sont persécutés par la simple raison qu'ils veulent éduquer leurs enfants à la maison, qu'ils veulent instruire leurs enfants à la maison. Au lieu de se poser des questions sur, eh bien, qu'est-ce qui peut bien motiver des parents, on va dire, bien constitués, hein, à vouloir retirer leurs enfants de l'école pour les instruire à la maison. Mais qu'est-ce qui est en train de provoquer ça? Au lieu de se poser des questions de fond pour essayer de résoudre les causes de ce problème-là plutôt que de s'attaquer à leurs conséquences, mais vous avez les gouvernements qui, comme ça, eh bien, essaient de retirer les enfants manu militari de leurs parents, les séparer de leurs parents. Vous pensez que ceci va encourager les parents à avoir des enfants? Et point du tout, en aucune façon. Donc ces politiques ne sont pas seulement des mesures économiques, elles reflètent une vision où l'État, et non les parents, est le principal éducateur, et donc ainsi le principal protecteur des enfants. Mais je pense que nul État au monde n'est en mesure de mieux protéger mon enfant que moi, en aucune façon. Et quand la maternité devient tabou, parlons-en un peu. Enfin, il y a une tendance encore plus troublante, la glorification d'une vie sans enfant. Dans de nombreux cercles culturels et même médiatiques, la maternité est perçue comme une faiblesse, comme une limite à l'épanouissement personnel. Regardez les campagnes de marque ou même les discours de certaines célébrités. Elles célèbrent la liberté de vivre sans enfant, tout en dépeignant la parentalité comme étant, je sais pas, une sorte d'impedimenta, c'est-à-dire une sorte d'obstacle. Mais cela, mes amis, est une attaque directe contre l'essence même de l'humanité. La maternité, comme la paternité, est au cœur de ce qui nous rend humains. Comme le disait Hannah Arendt, chaque enfant qui naît est une promesse que le monde continue. Donc en rejetant la parentalité, en la dévalorisant, nous ne faisons que, eh bien, fragiliser les familles. Et en plus de cela, d'ailleurs, nous fragilisons également notre avenir. Alors, où cela nous mène-t-il? Vers une société où les familles sont isolées, où les enfants sont rares et où l'État et les grandes entreprises prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Il faut bien qu'on se l'admette. Une société où les repères traditionnels comme l'importance de la famille sont systématiquement effacés au profit d'une vision individualiste, consumériste et même profondément, il faut l'avouer, inhumaine. Mais il est encore temps d'agir. Dans la prochaine partie, je vais partager des solutions concrètes pour protéger nos familles et ainsi essayer de restaurer l'importance de la parentalité. Parce que, mes amis, l'avenir appartient à ceux qui ont le courage de dire oui à la vie, oui aux enfants et oui à un monde où la famille est au cœur de tout et non les entreprises ou même le profit. Les familles, dans leur essence, sont l'ultime bastion de résistance face à une société qui cherche à les dissoudre. Pourtant, chaque jour, des obstacles supplémentaires sont placés sur le chemin des parents. Chaque jour.
Si nous voulons renverser cette tendance, nous devons commencer par reconnaître que le changement ne viendra jamais des hautes sphères. Jamais il ne viendra d'en haut. Les institutions, les grandes entreprises et même certains gouvernements ne cherchent pas à protéger nos familles, bien au contraire, ils les considèrent comme des entraves à leur vision du monde, à leurs objectifs, à leurs agendas. Donc c'est à nous, les parents, de reprendre le contrôle. Commençons par le quotidien. Aujourd'hui, il faut l'avouer, hein, la plupart des parents passent plus de temps au travail qu'avec leurs enfants. Pour moi, c'est une catastrophe. Mais cela, mes amis, est une décision qui peut être remise en question. Je l'ai fait. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Et je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant. Bien sûr, nous vivons dans un monde où l'argent est nécessaire pour survivre. Mais faut-il vraiment deux salaires à plein temps pour vivre dignement? Ou est-ce une illusion entretenue pour eh bien, nous maintenir dans une course sans fin? Repenser nos priorités économiques est une première étape. Moi, je l'ai fait. J'ai sacrifié une carrière très prometteuse. J'ai même évité, j'étais même sur le point de recevoir une promotion. Dans quelques mois là seulement, je devais avoir une promotion très intéressante d'ailleurs. Mais j'ai dit non, hein, j'ai dit non à tout cela parce que je pense que le bien-être de mon enfant est plus important que, je sais pas, n'importe quel paraître économique. Donc cela pourrait signifier accepter de réduire notre train de vie pour gagner en temps et donc en sérénité. C'est ce que j'ai fait. Je ne le regrette pas. Parce que ce que vous donnez à vos enfants, en termes de présence, en termes d'éducation, ne peut jamais être remplacé par un revenu supplémentaire. Ceci est ma vision là-dessus. Ensuite, il y a donc l'éducation, hein. Pour beaucoup, il semble impensable de remettre en question le système scolaire. Mais pourquoi avons-nous accepté l'idée que l'éducation de nos enfants doit être entièrement confiée à des institutions? Vous avez le droit, vous avez même le devoir de superviser ce que vos enfants apprennent. C'est une obligation. Cela ne signifie pas nécessairement retirer vos enfants de l'école, point du tout, bien que cela reste une option pour certains. Ça l'a été pour moi. Cela signifie être présent, poser des questions et surtout compléter ce qu'ils apprennent à l'école par des discussions riches, des discussions stimulantes à la maison. Si les programmes scolaires ignorent des sujets essentiels comme la morale, la philosophie, ou même les compétences pratiques, hein, l'intelligence émotionnelle, la pensée critique, c'est à vous, chers parents, de combler ces lacunes. Un autre point essentiel est de lutter contre l'isolement. Les familles, surtout dans les grandes villes, hein, sont souvent isolées, centrées, chacun est centré sur soi. Chacun vit dans son propre monde, absorbé par ses responsabilités. Mais ce modèle est destructeur. Les familles doivent se reconnecter les unes aux autres, créer des communautés, créer des cercles de soutien où les parents peuvent partager leurs expériences, leurs idées et donc leurs ressources. Ces réseaux ne sont pas seulement une source d'aide pratique, ils sont aussi un véritable moyen, à mon sens, de renforcer le lien social, de retrouver un sentiment d'appartenance. Voilà vraiment comment je le vois. Et puis, il y a la nécessité de réintroduire des valeurs fondamentales dans nos vies. Aujourd'hui, dans une société obsédée par l'individualisme, parler de valeurs familiales peut sembler désuet ou même, je sais pas moi, à contre-courant. Mais regardez où cet individualisme nous a menés. Des familles fragmentées, des taux de dépression en hausse et une jeunesse perdue en quête de repères. Donc la solution, mes chers amis, est de revenir à ce qui a toujours fonctionné. L'amour, le respect et la transmission des valeurs. Enseignez à vos enfants ce qui est juste et ce qui est faux. Montrez-leur par vos actions ce que signifie être un humain digne, un humain responsable. Enfin, nous devons être courageux.
Il est facile de se conformer, de suivre le courant, de ne pas faire des vagues, mais cela ne protégera pas vos enfants. Il faut vraiment que tout le monde en soit conscient. Prenez position, même si cela signifie aller à contre-courant. Refusez les récits médiatiques, dévalorisent la famille. Refusez les pressions sociales qui vous poussent à sacrifier votre temps avec vos enfants pour des ambitions professionnelles vides de sens. Et surtout, refusez de croire que vous êtes impuissant, parce que vous ne l'êtes pas. Je pense vraiment que vous ne l'êtes point du tout. Chaque choix que vous faites, chaque moment que vous passez avec vos enfants, chaque valeur que vous leur transmettez est une victoire contre ce système, est une victoire contre cet agenda destructeur. Donc avant de conclure cette partie, laissez-moi partager une réflexion personnelle. Quand j'ai pris la décision de quitter mon travail pour, comme vous le savez déjà, me consacrer à 100% à l'éducation de mon fils, et j'avais peur, peur de l'échec, peur du jugement. J'ai été vraiment jugé, très durement jugé d'ailleurs, peur de ne pas être à la hauteur. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Parce que chaque moment que je passe avec lui, chaque question qu'il me pose, chaque sourire qu'il transmet à mon endroit, est un rappel de ce qui est vraiment important dans la vie. C'est à vous maintenant, reprenez le contrôle pour vos enfants, pour vos familles, et donc pour, pour notre avenir, pour l'humanité tout entière. Nous vivons une époque où ce qui était autrefois une norme indiscutable est remis en question, éclipsé et finalement remplacé par des valeurs que nous n'avons jamais choisies. Mais les gens ont peur de parler, sinon prenons un instant pour réfléchir à ce qui se passe avec le sujet de l'avortement. Dans de nombreux pays, ce qui était présenté comme une solution exceptionnelle dans des situations de détresse est désormais glorifié comme un droit fondamental, presque comme une liberté à célébrer. Je veux être clair. Il ne s'agit pas ici de juger les choix individuels de femmes confrontées à des situations tragiques. Là, vraiment, n'est pas mon objectif. Mais il faut poser une question que peu osent poser. Comment en sommes-nous arrivés à une société où l'avortement, loin d'être un dernier recours, est promu comme un symbole de progrès? Et pourquoi cette célébration est-elle si bruyante, si insistante? Pourquoi tant d'efforts pour banaliser un acte qui, intrinsèquement, porte une charge émotionnelle et même morale immense? Je ne fais que me poser des questions. Le message sous-jacent est clair. La vie elle-même, dans ses débuts les plus fragiles, est devenue une variable d'ajustement. Et ça me pose problème. Une vie humaine peut être interrompue, effacée, si elle ne cadre pas avec nos projets, avec nos ambitions ou avec nos circonstances. Mais qu'est-ce que cela dit de nous en tant que société? Qu'est-ce que cela dit de notre humanité? Pensez-y. Si nous normalisons l'idée que certaines vies sont moins importantes que d'autres, alors, chers amis, dites-moi, où s'arrête cette logique? À quel moment décidons-nous que la vie des enfants déjà nés, mais considérés comme, on va dire, inadaptés, entre guillemets, bien entendu, mérite moins d'attention, moins de soins? Et ce glissement, mes amis, est déjà en cours. Regardez la manière dont les enfants vulnérables, les familles nombreuses, ou même les personnes issues de milieux défavorisés sont traitées. Tout cela s'inscrit dans un même mouvement. Une société qui valorise l'efficacité, qui valorise le confort, qui valorise le choix individuel au détriment de la vie elle-même, ce qui est l'essence de notre humanité. Ce sujet me bouleverse profondément. En tant que père, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que ces messages disent à nos enfants, que leur vie est conditionnelle, que leur existence dépend de leur utilité ou de leur désirabilité.
Mais quelle pression immense cela place-t-il sur leurs épaules? Et comment peuvent-ils se sentir pleinement aimés et acceptés dans un monde où l'amour semble toujours conditionné, toujours limité? Je me pose des questions. Si vous avez des réponses, vraiment, je vous prie de les partager avec moi. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette glorification de l'avortement, il y a une logique plus profonde, plus sombre, celle de fragmenter les familles, celle de rompre les liens les plus sacrés, et donc de réduire les individus à des consommateurs isolés, facilement manipulables, comme facilement eh bien, contrôlables. Regardez qui finance ces campagnes, qui soutient ces lois. Ce sont souvent les mêmes organisations, les mêmes milliardaires qui investissent dans des industries de la santé, de la technologie et même de la culture. Mais pourquoi? Eh bien parce que une société où les familles sont affaiblies, une société où la natalité est en déclin, est une société où le pouvoir se concentre entre les mains eh bien, de quelques-uns. Voilà où ça nous mène. Donc c'est une stratégie subtile, mais qui apparemment est efficace. Écarter la norme pour normaliser l'écart. Transformer ce qui était exceptionnel en règle et ce qui était naturel en exception. Et cela va au-delà de l'avortement. Regardez les discours sur le genre, sur la parentalité, sur la vie elle-même. Tout est fait pour brouiller les repères, pour remplacer la clarté par de la confusion, pour détruire ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Je pense que dans peu de temps, les animaux commenceront à se moquer de nous. Je vais être honnête avec vous. Parler de ce sujet n'est pas facile, mais alors point du tout. Il y a des nuits où je me réveille en sueur en pensant à l'état du monde dans lequel mon fils grandira. Je me demande, aurais-je la force de lui transmettre les valeurs qui comptent vraiment? Aurais-je le courage de le protéger de ces messages qui cherchent à le réduire, ainsi que d'autres enfants, qui cherchent à le fragmenter? Et parfois la peur me submerge, mais cette peur, je la transforme en détermination. Parce que, malgré tout, je crois en la vie, je crois en l'amour, je crois en la capacité des parents à se lever et dire non. Eh bien, je suis d'accord que ce combat n'est pas facile, hein. Il demande du courage, il demande de la clarté, il demande une foi profonde dans ce qui est vrai, dans ce qui est beau, dans ce qui est juste. Mais il est essentiel, ce combat. Parce que nos enfants méritent un monde où leur vie est célébrée, où leur existence est inconditionnelle, où leur avenir est protégé. Et ce monde, mes amis, commence avec nous, avec chaque choix que nous faisons, avec chaque valeur que, eh bien, nous transmettons à nos enfants, avec chaque moment où nous disons, la vie est un cadeau, la vie compte. Regardez vos enfants, regardez leurs yeux, regardez leur sourire, regardez leur joie pure, leur joie innocente. Et souvenez-vous que tout ce que nous faisons, tout ce que nous choisissons est pour eux, parce qu'ils sont la promesse d'un avenir meilleur. Et parce que, malgré toutes les forces qui cherchent eh bien, à les diviser, à les affaiblir, à les réduire, nous avons encore le pouvoir de les protéger. Et nous devons donc en être fiers. Nous devons vraiment en être fiers. Je vous remercie.